une ce soir, Assemblée nationale. Les députés de Benno Bokk Yakaar passent à l'acte. Ils ont déposé une motion de censure ce mardi sur la table du président de l'Assemblée nationale. L'objectif reste le même, faire tomber le gouvernement de Ousmane Sonko, une initiative qui fait suite à la volonté du président d'en finir avec le HCCT, le Conseil économique, social et environnemental et cette 14e législature. Dans ce journal, nous reviendrons sur les différentes motions de censure au Sénégal de 1962 à nos jours. Rationalisation des dépenses. La Confédération pour la démocratie et le socialisme a vivement critiqué la démarche des nouvelles autorités. Selon ses membres, l'urgence est plutôt de faire la lumière sur les événements tragiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. Le syndicat des personnels de santé, le SUTSAS, prépare la deuxième édition de son université d'hivernage prévue du 9 au 14 septembre prochain. Une occasion pour ces acteurs sanitaires de revenir sur leurs revendications. Et enfin, hors de chez nous, une tentative d'évasion en République démocratique du Congo vire au drame. Un premier bilan fait état de 129 morts. Nous parlerons aussi de la migration irrégulière qui fait encore des victimes et enfin de ces frappes de missiles russes qui ont fait 49 morts en Ukraine. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Actualité politique. Les députés de Benno Bokk Yakaar ont déposé une motion de censure sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, comme promis hier par le président de leur groupe parlementaire, Abdou Mbow. Une manière pour le député libéral de répondre au manque d'élégance de ce régime qui ne cesse de poser, selon lui, des actes allant dans le sens de les mettre en mal avec l'opinion nationale. Djibril Diallo. C'est un nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs semaines entre le nouveau régime et Benno Bokk Yakaar, l'ancienne coalition au pouvoir dissoute ce lundi par l'ex-président Macky Sall. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle qui agitait la menace d'une motion de censure contre le gouvernement est passée à l'acte ce mardi. Après le dépôt, le président de l'Assemblée nationale l'examine pour voir est-ce que la motion de censure est recevable, est-ce que c'est pas recevable. Bon, maintenant, puis ensuite le président notifie à l'auteur de cette motion de censure pour lui donner exactement la position du bureau. L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure, conformément à l'article 86 de la Constitution. Mais pour que la motion soit recevable, elle doit être revêtue de la signature d'un dixième des députés, soit au moins 17 parlementaires. Les débats se tiennent 48 heures après le dépôt. Problème, la session ordinaire de l'Assemblée nationale est clôturée depuis le 29 juin dernier. Alors, l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire s'impose. Impérativement, il va falloir ouvrir une troisième session, parce que c'est une session extraordinaire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui déposer une motion de censure fixée par des délais par la Constitution de l'article 86, 2 jours après le dépôt où le débat doit se tenir, et alors que l'Assemblée est en vacances. Si la motion est validée, les députés seront convoqués le mercredi en session extraordinaire pour l'examiner. Et si elle est adoptée par la majorité, Ousmane Sonko devrait immédiatement remettre la démission du gouvernement au président de la République. Djibril Diallo, c'est en session plénière hier sur la révision de la Constitution pour la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental que le président du groupe parlementaire Abdou Mbow a annoncé le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement de Ousmane Sonko, la première sous le régime de Diomaye Faye et la 6e tentative de dissolution d'un gouvernement dans l'histoire politique du Sénégal de 1962 à nos jours. Alors que la nouvelle opposition parlementaire attend de pied ferme le Premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion de sa déclaration de politique générale en vent, Abdou Mbow et ses collègues passent à la vitesse supérieure. Avec mon groupe, je vais déposer une motion de censure. Cette initiative parlementaire serait la première sous l'ère Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mais la 6e dans l'histoire politique sénégalaise de 1962 à 2024. Avec cette tentative, tous les présidents du Sénégal auront connu au moins une motion de censure durant leur magistrature. 5 motions de censure jusque-là,
De l'épaule Sédar Senghor à Macky Sall, seule la première a abouti et elle remonte au 17 décembre 1962 avec les députés du parti unique de l'Union progressiste sénégalaise qui avaient décidé de déposer une motion contre le gouvernement du président du Conseil d'alors, Mamadou Dia. La deuxième intervient sous le règne du deuxième président de la République du Sénégal, Abdou Diouf, en 1998. Mais cette fois-ci, l'initiative parlementaire provient de l'opposition pour renverser le gouvernement du Premier ministre Mamadou Lamine Loum. Mais cette tentative ne produira pas l'effet qu'il espérait. Entre-temps, souffle le vent de la première alternance en 2000. Toutefois, le deuxième PM du président Abdoulaye Wade fera l'objet de convocation par l'Assemblée. Mais Mame Madior Boye et ses ministres ne verront pas les députés acter le renversement de leur attelage gouvernemental. Le régime du président Macky Sall va battre à partir de 2012 le record de tentatives de motion de censure enregistrées avec 2 initiatives parlementaires. D'abord contre son premier gouvernement dirigé par Abdoul Mbaye en 2012, puis contre le gouvernement d'Amadou Ba quelques jours après sa déclaration de politique générale en 2022. Cette initiative du groupe parlementaire de Benno passera ou ne passera-t-elle pas? Tout dépend de la longévité même de cette 14e législature et de la coalition en question. La majorité parlementaire a donc purement et simplement rejeté le projet de loi soumis hier au vote des députés. Le groupe de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a soutenu l'ancien président de la République Macky Sall entre 2012 et 2024, a ainsi marqué son territoire et son empreinte parlementaire. La chronique de Mamadou Sy Albert, élue par Ousmane Ba. Par 83 voix, l'Assemblée nationale a renvoyé au chef de l'État et à son gouvernement leur copie en dépit des explications, des précisions et l'argumentaire du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ousmane Diagne. Les partisans du oui n'ont récolté que 80 votes favorables à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Le rejet du projet ne devrait guère surprendre les observateurs. La commission des lois avait déjà annoncé la couleur en rejetant le principe et les raisons de la révision constitutionnelle. Bien avant cette décision de la commission des lois, la majorité parlementaire et les alliés du Benno Bokk Yakaar ont ouvertement exprimé leur intention de barrer la route au projet du gouvernement. Au regard de la volonté du rejet du Benno, le choix de la voie parlementaire du chef de l'État suscite des interrogations en raison des risques réels ou potentiels du rejet de son initiative. Tout laisse croire que le pouvoir exécutif a sous-estimé les capacités de résistance et de nuisance du Benno Bokk Yakaar. La majorité parlementaire a fait tout bonnement capoter la révision constitutionnelle. En plus, elle met sur la table une motion de censure contre le gouvernement et son chef d'équipe, Ousmane Sonko. Après cette victoire du pouvoir législatif, on imagine bien les effets insoupçonnés d'une démission du gouvernement du président de la République en exercice depuis seulement 4 à 5 mois. Évidemment, la réaction du président de la République est attendue. Elle sera sans doute à la hauteur de la dimension politique de la défiance et de l'affront parlementaire. La dissolution de l'Assemblée nationale semble quasi inéluctable après le 12 septembre. L'organisation des législatives anticipées sera sans nul doute une des conséquences majeures du bras de fer entre la majorité parlementaire et la majorité présidentielle. Le contrôle de la prochaine majorité parlementaire est l'enjeu central de la confrontation politico-médiatique désormais ouverte entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. La bataille d'opinion sera rude et salée d'ici le mois de décembre 2024. Toujours en politique, en conférence de presse au siège du Parti de l'Indépendance et du Travail, la Confédération pour la démocratie et le socialisme a vivement critiqué la démarche des nouvelles autorités. Selon ses membres, la rationalisation des charges de l'État ne peut se limiter à la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique et social. Ils soutiennent qu'il est impératif de faire la lumière sur les événements tragiques qui ont secoué le pays entre 2021 et 2024. L'actuel gouvernement ne laisse entrevoir aucune ligne claire quant à la politique qu'il entend mener au-delà des slogans. Tel est le point de vue de la Confédération pour la démocratie et le socialisme Njariñ Askan Wi. Selon eux, ces nouvelles autorités n'ont encore posé aucun acte majeur qui pourrait donner de l'espoir aux Sénégalais. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est dangereux. En dépit de la volonté du nouveau président de la République de se hisser à la hauteur de ses charges, il se trouve décalé de ses compatriotes, laissant penser, pour utiliser un euphémisme,
qu'il règne sans gouverner. Ils soutiennent que le Premier ministre doit décider de se départir de ses habits d'opposant pour prendre à bras le corps les aspirations et difficultés de ses compatriotes. Tous ou presque constatent que 5 mois après son installation, le pouvoir, plutôt que de s'atteler à donner satisfaction aux populations, se gargarise d'incantations et de menaces. Mais disons-le de façon nette et claire, ce gouvernement donne le sentiment d'être incapable, véritablement incapable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Par rapport à la situation de la presse, le CDS semble ne pas comprendre le refus de moratoire du gouvernement. Comment comprendre, entre autres actes, le refus de moratoire, le gel des créances, le gel de l'aide à la presse 2024, la résiliation des contrats publicitaires, pour ne citer que ces exemples. Si ce n'est pas une politique d'étouffement de la presse, ça y ressemble fort. La Confédération pour la démocratie et le socialisme entend bien mener des activités et exprime par la même occasion sa solidarité au peuple palestinien martyr. Et depuis sa nomination comme Premier ministre, Ousmane Sonko est très attendu pour sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale pour la Confédération, pour la démocratie et le socialisme, si tant est que la volonté est de réduire le train de vie de l'État. Il faut faire mieux et plus en déclinant d'abord sa vision, la vision ou l'orientation du projet à travers la DPG. Nous allons suivre ces propos recueillis par Moussa Mané. Pour nous, il faut que le pouvoir décline sa vision. On nous a beaucoup parlé de projets, on ne l'a pas encore vu. Et vous savez, nous n'allons pas juger son comportement ou ses intentions plus exactement. Nous nous limitons simplement à constater les faits. Il ne veut pas venir. Il avait évoqué, vous le savez, un certain nombre d'arguments. Un premier argument, c'était de dire que le règlement intérieur n'était pas à jour. Le règlement intérieur est mis à jour. Et j'ai appris hier, à la fin de la discussion, le ministre dire que la loi a été promulguée. Si elle est promulguée, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour que le Premier ministre vienne faire sa déclaration de politique générale. Formation professionnelle, colère de plusieurs candidats de l'examen de certification pour le diplôme d'état d'assistant infirmier. Face à la presse cet après-midi, ces étudiants crient au scandale et accusent le ministre de la Santé d'avoir enlevé leur nom de la liste des admissibles au dernier moment. C'est alors que l'examen final doit se tenir ce 4 septembre. On avait fait notre examen d'état au mois d'avril passé, le 5 avril passé. Et la délibération des résultats, des premiers résultats, ont été délibérés le 30 mai. Mais la liste des admissibles, les étudiants qui ne voient pas leur nom sur cette liste-là sont appelés à subir les épreuves de la deuxième section. Depuis 2 mois d'attente, nous étions là en attente, faire des révisions, matin, midi, soir, réviser. Cette deuxième section se tiendra mercredi, demain, Inch'Allah, mercredi. Nous étions prêts à faire les épreuves du second tour qui doit se tenir demain. À notre grande surprise aujourd'hui, on nous a fait délivrer notre liste pour nous dire que nous, plus de 100 étudiants au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, que nous, on ne fera pas ces épreuves-là. Donc on lance un appel au gouvernement, on lance un appel au ministre de la Santé de revoir les choses, de régler cette situation-là pour qu'on puisse faire nos épreuves, quoi. Santé en prélude à la deuxième édition de son université d'hivernage prévue du 9 au 14 septembre prochain avec comme objectif le renforcement des connaissances et des capacités des personnels de santé. Le SUTSAS a remis au goût du jour ses revendications. Ils n'ont toujours pas obtenu une audience avec Ousmane Sonko malgré plusieurs demandes. Une rencontre qui aurait permis de revenir sur les accords avec l'ancien Premier ministre. Nous les avons invités d'abord à cette université d'hivernage et c'est ces autorités qui viendront présider à l'ouverture. Maintenant pour le reste, le camarade Mbalo l'a abordé tout à l'heure. Nous sommes entrés en dialogue autour de la question de la Commission nationale d'affectation, de redéploiement, etc. Nous avions émis des points de vue en amont de l'ouverture de cette commission. Ces points de vue n'ont pas été pris en compte et la commission jusqu'à aujourd'hui n'arrive pas à fournir ses conclusions. C'est que quelque part nous disons que nous avions raison. Bien. Mais c'est un dialogue.
Et quand on entre en dialogue avec quelqu'un, on ne le résout pas, lui. On ne l'accule pas. On arrive avec des arguments, on essaye de convaincre pour montrer à cette personne qu'elle est dans l'erreur. Je pense que ces institutions-là sont en train de chercher une voie de sortie, mais cette voie de sortie de crise nous implique parce qu'ils entrent en dialogue avec nous aussi. Ils recueillent nos points de vue et nos desiderata pour essayer de trouver une sortie de crise qui sera favorable pour les travailleurs, parce que c'est une commission où il y a les droits des travailleurs qui sont mis en question. Leur mobilité, le fait de quitter un lieu pour aller à un autre lieu, c'est un droit du travailleur. Et quand il y a un obstacle à cela, il y a un frein au développement de la personne. Commune de Fandène dans le département de Thiès, le maire de la localité réfute les accusations portées à son encontre par une frange de la population. Il lui est reproché des intentions de modification de la carte électorale pour des raisons politiques, ce qui est faux, selon Augustin Tine, qui estime que cela ne relève pas de ses compétences. Le maire de Fandène explique qu'aucune modification territoriale n'est envisagée par le conseil municipal. Je rappelle que le maire exécute les décisions du conseil municipal et n'a pas autorité à céder 1 mètre carré de terre à une autre commune et ne peut être demandé. Pour le cas d'espèce, la commune de Fandène n'a pas encore reçu de courrier émanant des acteurs concernés et n'a jamais discuté de ce sujet en conseil municipal. La loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités territoriales, en son article 75, dispose le changement de nom, les modifications du ressort territorial des communes, la désignation de nouveaux chefs-lieux sont prononcés par décret. Donc, la modification du ressort territorial n'est pas de la compétence du maire. D'ailleurs, les décrets 1973 et 1978 ont rattaché des villages de l'ex-communauté rurale de Fandène à la ville de Thiès. Pour terminer, mes collaborateurs et moi veilleront toujours sur les intérêts des populations de la commune de Fandène. C'est d'ailleurs ce qui explique la réclamation de la bande de 9 hectares du domaine national intégrée dans le lotissement de Mbour 4. Et cette bonne nouvelle pour les habitants de la communauté rurale de Djama, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire leur a attribué 1400 hectares. L'objectif est de leur permettre de mieux s'impliquer dans l'entrepreneuriat agricole. Ces populations ont fustigé l'attitude de l'ancien régime qui, selon elles, a attribué leurs terres à des étrangers. Ça va faciliter vraiment l'emploi des jeunes. Parce que ce que l'agriculture peut absorber en termes d'emploi, d'autres secteurs ne peuvent pas l'assurer, ne peuvent pas absorber. Donc la seule solution, c'est l'agriculture, d'encourager les jeunes, attribuer les jeunes des terres pour qu'ils puissent entreprendre dans ce secteur. Surtout la riziculture. Mais il y a d'autres spéculations comme le maraîchage, à savoir la tomate, à savoir l'oignon, le gombo et tout ça. C'est des secteurs qui peuvent freiner surtout le phénomène que nous vivons, que nos frères et sœurs vivent actuellement au Sénégal, l'émigration clandestine. En sport, en football, l'équipe nationale du Sénégal a entamé son regroupement, comme annoncé vendredi par le sélectionneur Aliou Cissé. Une première séance avec 12 joueurs au sortir de ce premier galop d'entraînement. Habib Diarra et Seydou Sano sont revenus sur l'importance que revêt cette rencontre contre le Burkina Faso. C'est un match à enjeu et le groupe est prêt. Non, après on va très bien préparer le match, surtout que c'est à domicile. Après voilà, on joue les matchs pour remporter les 3 points. C'est un objectif de gagner tous les matchs. Du coup, on va bien se préparer pour bien accueillir le Burkina Faso. Groupe bi mooy lu ma ko gisee nii mooy groupe boo xamante ni dañoo suulewu dañoo ñëw ñu accueillir ñu normal jàppale ñu dañu won yoon bi parce que dañoo ñëw topp seen ginnaaw def ñoom lu ñu fi defoon.
hors de chez nous. Nous parlons de cette tentative d'évasion de la prison de Kinshasa en République démocratique du Congo. Un premier bilan fait état de 129 morts. Toujours hors de chez nous, au moins 12 migrants sont morts ce mardi dans l'embarcation quand l'embarcation sur laquelle ils tentaient de traverser la Manche s'est disloquée enfin en Ukraine. 49 personnes ont été tuées et 219 blessés ce mardi 3 septembre dans une frappe de missiles russes dans la ville de Poltava, selon une annonce du président Vladimir Zelensky. Les autorités congolaises ont livré un premier bilan qui s'avère très lourd. Selon le ministre de l'Intérieur, au moins 129 personnes sont mortes, dont 24 par balle après sommation. C'est à la suite de la tentative d'évasion qui s'est déroulée dans la nuit du 1er au 2 septembre à la prison de Makala de Kinshasa. Le ministre a précisé que ce chiffre est encore provisoire. Les autres détenus seraient décédés par étouffement selon ses déclarations. Parmi les victimes, plusieurs femmes détenues ont également été violées. De plus, 59 personnes ont été blessées. Sur le plan matériel, les dégâts sont aussi importants. Le bâtiment administratif ainsi que ceux du greffe, de l'infirmerie et le dépôt de vivres ont été réduits en cendres. Au moins 51 personnes ont été tuées et plus de 200 blessés ce mardi dans une frappe de missiles russes sur la ville de Poltava, dans le centre de l'Ukraine, qui a notamment partiellement détruit un institut militaire, selon un nouveau bilan officiel qui risque encore de s'alourdir. Selon le président Volodymyr Zelensky, 2 missiles balistiques russes ont touché un établissement d'enseignement et un hôpital voisin de la ville de Poltava. L'un des bâtiments de l'Institut des communications a été partiellement détruit. Des personnes se sont retrouvées sous les décombres, a aussi déclaré le président ukrainien sur Telegram. La frappe a eu lieu dans un délai très court entre le moment du déclenchement de l'alerte anti-aérienne et l'arrivée des 2 missiles. Ils ont surpris les gens en train d'évacuer vers l'abri souterrain, a-t-il expliqué. C'est le pire naufrage de l'année dans la Manche. Au moins 12 migrants sont morts ce mardi 3 septembre après la dislocation de leur embarcation, selon un bilan encore provisoire. L'embarcation s'est trouvée en difficulté au large du Cap Krina en fin de matinée avec plus de 60 personnes à bord, a indiqué la préfecture maritime de la Manche. Un navire affrété par l'État, le NIC, qu'il avait repéré, s'est porté à son secours dès qu'elle s'est disloquée. Selon le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Gérard Darmanin, le bilan atteint 12 morts, 2 disparus et plusieurs blessés. Des hélicoptères, des pompiers et de la marine, 2 bateaux de pêcheurs et des navires militaires sont mobilisés pour l'opération. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre édition. Merci et au revoir.